Podcast. Not to be named. Ever their praises and abundance to the black go to the woods. Ia Shavnigura. L'œuvre dont j'ai choisi de parler aujourd'hui est le Néonomicon, d'Alan Moore au scénario et de Johnson Burroughs au dessin. Mon édition est de 2019, il a été édité pour une première fois en Angleterre en 2013. Donc le Néonomicon est un hommage d'Alan Moore à Lovecraft, avec en premier lieu le titre, Néonomicon, qui est fait pour évoquer évidemment un des plus célèbres livres maudits inventés par Lovecraft, qui est le Necronomicon. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Arrêtez ce truc. Donc, cette œuvre est bien évidemment un hommage, mais ce n'est pas un hommage béat, respectueux. Alan Moore est un punk, un éternel ado rebelle. Il va dire son admiration, une admiration sincère, érudite, au soi-disant reclus de Providence. Je reviendrai parce que Lovecraft, son image est perclue de clichés. Mais il va le faire, cet hommage, en gueulant Anarchy in Salem. Il va le faire en dégainant aussi ses passions, ses saines passions, l'ambiguïté intrinsèque des hommes entre le bien et le mal, la drogue, la magie, l'ésotérisme, le sexe, le rock'n'roll, de saines passions, il faut être clair, très saines passions. Dans la préface du livre, on évoque des paroles que Alan Moore a prononcées au sujet des éléments d'horreur qu'il voulait utiliser. Il a dit ceci: des éléments que Lovecraft avait censurés, ou que les auteurs ayant écrit par la suite des pastiches de ses œuvres avaient décidé d'exclure, comme le racisme, l'antisémitisme et les phobies sexuelles plutôt évidentes. Donc le décor est posé, on va pas faire dans les dentelles. Je pense que c'est le moment de mettre les avertissements. Le Néonomicon est une histoire qui aborde des thèmes qui peuvent être très difficiles pour certains et certaines. Les violences physiques et sexuelles, les troubles mentaux, la drogue. Il faut vraiment, lorsqu'on décide de lire cette œuvre, être prêt à assumer des moments très sombres. Voilà. Il faut juste en être bien conscient. Alors Lovecraft, pour ceux qui ne sauraient pas, est un auteur qui a fondé l'imaginaire de la pop culture du XXe siècle. Enfin, son œuvre est surtout reconnue après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous devenez le maître de l'imagination des matières, plus fort qu'Edgar Poe. Vous créez une langue précise comme celle de la science, une langue qui n'existait pas avant vous. C'est un auteur sur lequel les clichés sont énormes. Le célèbre reclus de Providence, par exemple, alors qu'il n'a jamais été reclus après son adolescence. Il voyageait certes au rabais, mais il voyageait, il entretenait une correspondance qui est absolument hallucinante avec des centaines de personnes, et surtout, il a créé un univers narratif, une cosmogonie ouverte. Chacun pouvait s'en emparer et l'enrichir. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et Lovecraft est vraiment le fondateur de l'horreur moderne. Les choses organiques qui hantent cet affreux cloaque ne sauraient, même en se torturant l'imagination, être qualifiées d'humaines. Lovecraft est bien un homme névrosé par la peur de la folie héréditaire, la peur du changement, l'amertume du déclassement social. Il est terrorisé par les autres, ceux qui ne sont pas des wasps. Il déteste aussi les idées nouvelles, sauf dans le domaine scientifique. Contrairement à un autre cliché qui est souvent présent sur lui, on retrouve dans ses textes, dans ses œuvres, les dernières découvertes en physique notamment. On trouve des théories d'Einstein dans Lovecraft. C'est dans la terreur et la haine que vous trouvez cette puissance de description. C'est sans doute regrettable, mais chez vous, Lovecraft,
Ce sont des auxiliaires plus efficaces que l'amour et la confiance. Lovecraft est un conservateur blanc américain. Il marine dans le racisme systémique d'une Amérique qui se veut blanche et chrétienne. Il est séduit, alors intentionnellement, mais par le fascisme, qui est né dans cette vieille Europe qu'il fantasme, qu'il idolâtre. C'est aussi un antisémite marié à une juive, un homme pour qui le sexe, la sexualité était dégoûtante, aussi dégoûtante qu'une assiette de tentacules visqueuses. Mais quand on regarde profondément dans ses œuvres, on trouve nombre d'images implicitement sexuelles. Il y a quelque chose, ses phobies, ses névroses sont sublimées dans son œuvre. Alors avec une certaine retenue, une censure, mais il y a quelque chose de très subversif dans l'œuvre de Lovecraft. Alan Moore va reprendre tout cela et va en faire quelque chose de déroutant, de sombre, de totalement irrévérencieux, le tout dans une très belle déclaration d'amour à Lovecraft. Moore a déclaré à propos du Necronomicon: « C'est une des œuvres les plus sombres et misanthropes que j'ai jamais réalisées. J'étais de très mauvaise humeur. » Tu m'étonnes. Alors là, ouais, tu m'étonnes. Parce que c'est très sombre. Ce qui correspond aussi à ce que fait Lovecraft dans ses œuvres, hein, c'est-à-dire que les personnages ne s'en sortiront pas. Alors je vais vous résumer un peu l'histoire, hein, pour poser un peu le concept. Une quinzaine de meurtres au modus operandi identiques et pas moins de 3 coupables différents. Voilà qui n'est pas banal, y compris pour Aldo Sachs, qui est un limier du FBI dépêché à New York pour enquêter sur ces faits. Alors cet enquêteur est à l'origine d'une théorie, la théorie des anomalies, qui lui fait comprendre que 3 meurtriers qui n'ont pourtant aucun lien, qui font exactement la même chose, qui transforment leurs victimes en monstrueuses fleurs de chair et de sang, sont liés par quelque chose. C'est quelqu'un qui se met en enquête sous couverture, enfin il rentre dans le milieu et il va on va l'amener vers la piste le club Zotic, avec beaucoup de musiciens underground. Son intuition va se révéler à la fois vraie et très dangereuse. Et quelques mois plus tard, on a 2 agents du FBI, Gordon Lamper et Merrill Breers, qui débarquent pour savoir ce qui s'est passé. Et cette enquête va les mener vers la ville de Salem et vers un cercle de zélateurs de Dagon. Alors la version que j'ai lue est celle regroupant en un seul volume chez Panini Comics et Avatar Press 2 histoires. La Cour, qui est une adaptation par Anthony Johnson d'une nouvelle en prose de Moore, et ensuite le Necronomicon, une histoire écrite par Alan Moore, qui va développer, prolonger les personnages et le sujet de l'histoire précédente, de La Cour. Clairement, Moore est un érudit de l'œuvre de Lovecraft. Il va truffer son récit de références, qui sont aussi des clins d'œil aux lecteurs et lectrices de Lovecraft. On a des groupes de rock qui portent des noms de textes et de lieux de ces histoires, ce qui est assez ironique parce que Lovecraft détestait le jazz, qu'il considérait comme une musique dégénérée, donc imaginez le hard rock ou le punk. Aldo Sachs, qui est l'enquêteur du première histoire, est assez physiquement proche de Lovecraft, sans parler de son côté facho. On retrouve aussi des allusions très claires à l'ouvrage Le Roi en jaune de Chambers, qui est une œuvre que Lovecraft admirait et dont il fait référence à ses textes. On retrouve aussi d'ailleurs des références à cette œuvre dans la première saison de True Detective. Alors pour celui ou celle qui sait, c'est un festival de références, c'est jamais lourd, c'est même très agréable, c'est un jeu de piste, un jeu littéraire. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas bien l'œuvre de Lovecraft, ça ne gêne pas la lecture. C'est juste que l'assaisonnement du plot sera un peu moins équilibré. Moore va donc retourner les névroses et les aspects sombres et peu recommandables de Lovecraft pour en faire des outils de narration. Comme j'ai dit au début, c'est un hommage punk, sans complaisance. Moore traite Howard de connard raciste et de coincé du slip, ça c'est clair, mais il le fait bien, en mettant en avant ce que l'auteur a apporté à tous les champs de l'imaginaire contemporain. Il lui met des coups de dogue dans le fion, mais en lui disant merci. Moore utilise notamment une des plus fortes névroses sous-jacentes dans l'œuvre de Lovecraft, qui est le sexe. Et c'est très fort, très dérangeant aussi. Moore n'écrit pas pour des ados, il écrit pour des adultes, et surtout des adultes bien armés, pour se confronter à une histoire qui bouscule, qui interroge,
qui va gratter assez profondément là où c'est sombre, très sombre, dans le fond de notre psyché. Il faut être armé quand même pour lire ce livre. Alors le sexe, surtout dans la seconde partie, est un élément fondamental de l'histoire, mais c'est pas une sexualité qui libère, une sexualité qui est aliène, qui est dangereuse, utilitaire. Le sexe devient une magie noire, une incantation. Le personnage de Mary Breers, qui essaie de guérir de sa sexualité compulsive, et ceux des adeptes de Dagon, cachés dans une Salem assez banale, presque normale, c'est cet aspect-là, c'est le plus marquant de l'œuvre. C'est ce qui est le plus dérangeant. C'est aussi une des forces de ce que fait Moore, c'est que la normalité est bien là. Salem est une ville presque normale, mais cette normalité, elle est comme une croûte très lisse sur une plaie bien purulente. Les personnages des textes de Lovecraft n'ont aucune chance de s'en sortir, vivants ou sains d'esprit. Chez Alan Moore, c'est la même chose, mais peut-être en plus trash et aussi en plus subtil. Alors je sais que ça a l'air étrange dit comme ça, mais vous comprendrez en lisant. N'est pas réel, n'est pas réel, n'est pas réel. Ça, c'est la réalité. Vous entendez? La réalité, la réalité, ce n'est pas réel. Le dessin de Jensen Burroughs n'est pas le plus important dans cette BD. C'est paradoxal de dire ça, mais la force de cette œuvre, c'est l'histoire, pas le dessin. Le dessin n'est qu'un vaisseau que l'on emprunte pour un voyage. Il n'est pas mauvais, il n'est pas transcendant, il est utile, efficace. Et il permet de visualiser l'innommable, de concrétiser l'indicible. C'est un dessin qui nous emporte, qui est au service d'une histoire. Moore est quand même un des meilleurs scénaristes de BD de ces dernières décennies. Je citerai les Watchmen, V pour Vendetta, Killing Joke, pour citer que ses œuvres. Et ce sont des œuvres majeures du XXe siècle. Et le scénario du Néonomicon, c'est un véritable chef-d'œuvre. C'est une merveille de construction non euclidienne, référence, qui va nous emmener vers une fin absolument démentielle, aussi hallucinée que certaines montagnes. Vous reprenez tout à zéro. Vous retrouvez les tout premiers dieux, les anciens. La lecture du Necronomicon rend fou, selon Lovecraft. Eh bien, la lecture du Néonomicon fait de même. Préparez-vous. Bonne Dernière lecture.